Il était pressé et c'est parce que je suppose qu'il pleuvait. Il voulait mettre ça à l'abri. Donc vous n'étiez pas là quand Dylan est venu ici? C'est un ami à moi. Bien sûr, on ne se débarrasse pas de ses amis. Voici Jim Brenner, un agriculteur vivant dans le désert reculé de l'Utah. La police ne le sait pas encore, mais il leur montre le bâtiment exact où un adolescent disparu a été assassiné quelques jours plus tôt. Dylan Runes, 19 ans, avait quitté sa famille pour aller à sa ferme. Mais après avoir été repéré, en train d'acheter des fournitures dans un magasin local, il disparaît sans laisser aucune trace. Également, personne dans la petite ville semble surpris. Apparemment, ce n'était pas rare. J'ai dit à ce gamin de rester loin de Montello. Mais cette ville, c'est juste un endroit a pointé fou. son arme sur mon putain de visage. Alors que les jours se transforment en semaines, les détectives poursuivent une liste croissante de suspects. Des voleurs, des criminels violents, des trafiquants de drogue. Pourtant, dès le début, la vérité était là, cachée à la vue de tous par quelqu'un que personne n'a soupçonné. Tout a commencé lors d'une soirée tranquille. La police a reçu des appels d'une famille inquiète signalant qu'un membre de la famille avait disparu. Il s'agit de Dylan Runes, disparu dans sa ferme de l'Utah. Il n'avait pas eu de nouvelles depuis 2 jours et quand ils sont allés à sa propriété pour vérifier s'il y était aucun signe de lui, un adjoint a été envoyé à la ferme de Dylan pour rencontrer sa famille. Mais sur son chemin, il est arrêté par un voisin qui prétend savoir ce qui s'est Il passé. a été traîné vers ce bar à Montello et je pourrais te donner quelques noms de quelques salauds là-bas. Mais il a parlé de tout et à travers, combien d'argent il gagne et il en gagne mon gars. Chase Venstra. Il est là-bas, il pourrait faire tout ce qu'il veut, il a volé. Et le shérif Deco, enfin je ne ferai rien à ce sujet. Si tu parles à sa mère, elle en sait plus sur le sujet. Il a croisé Chase sur la route de Tacoma l'autre jour et Chase l'a un peu effrayé. Quel est votre nom de famille, Jim? Jim Brenner. Je vous laisse aller là-bas avant qu'il perturbe la scène de crime. D'accord, merci. Alors que la conversation se termine avec Jim Brenner, le voisin, il fait une étrange remarque sur cette scène de crime. Pourtant, aucun crime n'a été encore confirmé. Et c'est un commentaire troublant qui va devenir bientôt une réalité inquiétante. Oh, j'ai senti quelque chose. Il y a quelque chose de mort là-dedans. Ce moment, l'adjoint a pris simplement note de cette information et a continué vers la ferme de Dylan pour parler avec sa famille. Il n'y a pas d'arme à feu là-dedans. Il n'y a pas d'arme à feu là-dedans? Comme il l'a dit, il porte son 40, il le met à la porte dehors. Vous venez juste d'ouvrir la fenêtre arrière? Ouais, je l'ai ouvert. À première vue, le camion Ford Rouge de Dylan semblait étrangement abandonné, portant des signes de dégâts mineurs. Mais ce qui inquiète son père, c'est que les armes de Dylan avaient mystérieusement disparu de la caravane. Détail qui est étrange en soi. L'adjoint voulait en savoir plus, il s'est donc tourné vers sa mère. Elle avait sa propre liste d'informations troublantes à partager sur Dylan, dont la rencontre récente avec un criminel. Pour qui cultive-t-il ici? Lui-même. Mais pourquoi cultive-t-il? Oh, Céréales ouais, ou- du grain. Grain? Ouais. James m'a arrêté quand vous m'avez contourné, quand il me parlait. D'accord. Il a dit que vous savez quelque chose à propos d'une altercation qu'il avait eue avec un gars nommé Chase. Ouais, mercredi. Mais ils m'ont dit que c'était normal alors. Je connais beaucoup de gens qu'il a nommés d'après Montello, qui ne sont pas de bonnes personnes. Je ne les connais que par ce que les gens disent. La mère de Dylan confirme que son fils avait rencontré Chase Venstra récemment. Et cette même personne a été décrite par le voisin de Dylan en tant que voleur et criminel local. Tant donné ce que l'adjoint a appris jusqu'à présent, il semblerait que Dylan ait pu, sans le savoir, se mettre en danger. À seulement 19 ans, il avait acheté 640 hectares de terre avec son grand-père pour un montant estimé de 200 à 300 000 $ et s'est battu une réputation pour ses rêves ambitieux de diriger une immense ferme. Mais selon son voisin, Dylan a peut-être été la cible de jalousie. Il fréquentait en effet les bars locaux et parlait ouvertement de sa réussite financière. Remémorant quelques détails supplémentaires avec Dylan, les parents, le voisin Jim Brenner et son ami proche Donald Atlee est arrivé pour aider.
Jim vit dans une caravane à côté du hangar à grains où Dylan a garé son camion et stocké son équipement, et il utilisait donc souvent l'atelier. Donald, d'autre part, était un ami de longue date de la famille et un mentor pour Dylan, notamment sur ses ambitions agricoles. À ce moment-là, les deux hommes savent quelque chose sur la disparition, mais ils n'étaient pas prêts à le partager. J'ai reçu une épingle. D'accord. Le dernier emplacement était à 15 miles 4 de la tour de la ligne de bateau, Ouais. D'accord. ce qui le met sur cette route secondaire. Alors je veux... Parce que... Est-ce que ça le ferait marcher? Ouais, sûrement. D'accord, Moi vraiment, je connais mon fils et c'est le chemin le plus court vers son camp. Et s'il marchait, cette route s'arrête juste là. Et s'il marchait, il serait arrivé au coin là-bas, en traversant Mais le c'est aussi champ. proche que le pic de téléphonie mobile. Pas en pas ville, ici. pas... C'est ici. Oui, de l'autre côté de la route, à l'arrière de la route, là, du bitume, Pouvons-nous descendre là où il se trouve? Ouais. Quelle heure était-il? Est-ce que ça te le dit? C'était 15h ou 14h58, enfin Alors juste juste après avant que tu l'aies 3h. déposé? Juste après ton départ? Ouais. Il a donc dû s'arrêter juste derrière toi à déposer du camion à grains. Et je vous le dis, je parie qu'il est parti en marchant. Allons voir. Comment arrivez-vous à cette route depuis? Donc, nous n'avons pas besoin de revenir en arrière jusqu'à Loose End Pond et plus? Non. D'accord. Parfait. Suivant cette piste, ils se sont rapidement dirigés vers la zone du hangar pour enquêter. C'est à ce moment-là qu'ils ont découvert le premier signe inquiétant d'un acte criminel. Les bottes de Dylan ont été retrouvées tachées de sang et jetées à une centaine de mètres du hangar. L'adjoint a immédiatement sécurisé les bottes pour les envoyer en analyse ADN. Il fait appel également à un autre adjoint pour l'aider à fouiller le hangar et la propriété environnante. Cependant, il ne savait pas à ce moment-là que le plus grand indice était submergé à 7 mètres de profondeur dans un étang à proximité. Il y a juste des bots qui sont... Ils ne sont là que depuis un jour ou deux. Tu n'as vu personne d'autre par Je suis ici? parti d'ici vers 13h30, je suis allé chez Dom, ouais, j'y suis resté jusqu'à 21h environ. Quand je suis revenu, ce camion était là. C'est juste une chose après l'autre, et puis c'est un ami à moi. Bien sûr, on ne se débarrasse pas de ses amis. Ces deux bottes là-bas, elles sont toutes neuves. Comme si elles étaient juste sorties là. Elles ont la même couleur que le cuir de tes bottes. Et ce sont les mêmes qu'ils portent. Nous sommes donc simplement curieux de savoir pourquoi ces bottes seraient là-bas. La même taille qu'ils portent, elles n'ont été que là-bas probablement pour un jour ou Ils auraient deux. peut-être jeté là-bas. Ouais, peut-être Ouais. qu'il l'a fait. Lui le sait-il? C'est un dépotoir là-bas? Ouais, Il il le y a fait de l'électronique, de tout. Peut-être, je ne sais pas. Comme je te dis, il était là. Il devrait être ici. Il a amené son pick-up, là. Ouais, ça a du sens. Si on se base sur la chronologie de Jim Brenner, ce qui est arrivé à Dylan s'est probablement produit entre 13h30 et 21h. Les heures où Jim a quitté le hangar pour rendre visite à son ami Donald Ateli. La police a rapidement vérifié les informations de Brenner. Et la chronologie avec son ami Donald confirme qu'ils ont dîné ensemble pendant ce temps. Comme les déplacements de Dylan ne sont toujours pas clairs, les adjoints demandent un hélicoptère pour explorer la zone vue du ciel. Alors à qui ça appartient ici? C'est le gars avec qui il est partenaire. C'est ici qu'il a déposé le camion de céréales. Où est ce camion à céréales? Il est adossé à ce bâtiment argenté. Donc le plus gros. Ouais. Veux-tu monter plus haut, Mike? Ça va, Mike, s'il te plaît? D'accord. Fais une belle orbite haute. Avec une caméra, on peut tout regarder. Ensuite, on redescendra voir ce qu'il y avait d'en haut. Après un balayage complet des environs, aucun signe de Dylan et aucune indication sur l'endroit où il aurait pu être retrouvé. Dans les jours qui ont suivi, les recherches et les efforts se sont poursuivis et la famille de Daniel, aux côtés des bénévoles locaux, se sont joints à tout le monde. Mais malgré les efforts de tous pour passer au peigne fin la zone, eux aussi sont revenus bredouilles. L'attention s'est alors rapidement portée sur les criminels locaux, Chase Venstra. La mère de Dylan et son voisin James ont mentionné une rencontre récente entre les deux hommes, faisant de Chase l'une des dernières personnes à avoir vu Dylan vivant. De plus, Chase a déjà des violents antécédents avec la police, avec des accrochages et une confrontation armée de 10 heures avec la police en 2016. Il était bien connu dans la région pour de mauvaises raisons. Heureusement pour la police, Chase a un mandat actif lié à la violence domestique. C'est parfait et la possibilité de l'emmener pour l'interroger est facilitée. Mais lorsqu'ils arrivent à leur maison pour l'arrêter, Chase est introuvable, potentiellement déjà en fuite devant la police. Les officiers ont commencé rapidement à fouiller la ville, demandant si quelqu'un avait vu Chase récemment. Les habitants les ont dirigés vers le bar de cow-boy de Montello, un endroit connu pour être fréquenté par Chase.
Quelques jours après avoir suivi cette piste, les officiers se sont rendus pour vérifier le bar où ils apprendraient bientôt que la rencontre entre Dylan et Chase était vraiment très dangereuse. Revenons à nos officiers. Ils sont au bar de cow-boy de Montello. Une conversation avec les locaux allait révéler comment Dylan et Chase se sont tournés vers la violence. Nous essayons de trouver un enfant nommé Dylan Round. Oh, je le connais, ouais. Nous avons aussi des gens qui le cherchent aussi. Ok, ici, ouais. Mais ils sont partis là. Parce qu'il était à Loseland. J'ai entendu Kurt dire quelque chose comme quoi il avait eu une confrontation avec ce gamin Chase. Ouais, c'est celui que je recherche. Où le trouve-t-on? Et je suis un peu inquiète à ce sujet parce que si Dylan est bien revenu à pied de l'endroit où il avait laissé le camion de céréales et Chase l'a attrapé et s'est rendu vulnérable, vous voyez ce que je veux dire? Il revenait à pied et quelque chose de mal aurait pu arriver parce que il y a eu une grave blessure avec un enfant juste ici qui s'est fait fracasser le visage par la crosse d'un fusil et le sien, tout le camping-car était complètement détruit. Où trouve-t-on Chase? Est-ce qu'il est d'ici? Est-ce qu'il habite ici? Oui, il vit ici. Et Non. il vient d'ici. C'est là qu'il traîne, ouais. Il restait Où par logeait-il? ici. Le grand voleur de la ville et tout le monde était après lui. Donc ils lui ont dit de quitter la Parce ville. qu'il est revenu et- parce qu'il vient d'être vu ici. Au final, le propriétaire du bar confirme que Chase Venstra a été impliqué et qu'il y a eu une confrontation violente avec Chase et Dylan, plus violente que jamais. Mais quelque chose d'autre a attiré l'attention des officiers, lorsqu'un des propriétaires du bar a brièvement mentionné un autre incident récent impliquant Chase. L'officier a alors décidé de le prendre à part pour une conversation en privé. À ce stade, la police considère toujours le cas de Dylan comme une personne disparue. Mais ce que le propriétaire du bar va révéler va transformer l'affaire en affaire d'homicide potentiel. Alors Kurt m'a dit, et j'entendais une partie de la conversation, disant que Dylan était juste en train de descendre la route et Chase l'a arrêté. Et il a dit « Hey, j'ai de l'eau !» Et il est genre « Hey, tu connais Kurt, blablabla !» Et je suppose qu'ils ont eu une altercation à cause de ça parce que Chase est genre « Kurt est un connard, blablabla !» Et Dylan a dit « Non, il ne l'est pas, tu sais, c'est un bon gars, je travaille pour lui, tu sais, blablabla !» Il y a eu une altercation, il est retourné de son côté. Et je crois, si je ne me suis pas trompée de conversation, que c'était le même jour qu'il conduisait la niveleuse. Le grain où il... Et puis celui qui était là a fait... Je ne pouvais pas le ramener. Il a donc peut-être marché? C'est tout ce que je sais à propos de la conversation. Je pense que oui. Je pense qu'il y a quelque chose parce que maintenant on parle de violence. Alors ce gamin a laissé sa propriété partir. Il a arrêté de payer ses dettes immobilières parce qu'il avait trop peur. Alors il s'est réveillé avec les coups d'une arme dans son visage. Ils ont détruit son camping-car. Je sais pas, 30 ans. Il a une famille, il a des enfants. Il a acheté un terrain ici, alors tout le monde a essayé de s'installer. Non, il est parti. Il est parti. Non, il est parti. Il a laissé ses biens partir. Il est parti. Avec ce fait troublant, il est maintenant clair que Chase Venstra est capable d'une extrême violence. Il a attaqué quelqu'un récemment, et il a donc pu faire de même avec Dylan. Personne n'a réalisé que la police, depuis tout ce temps, regarde dans la mauvaise direction. Quelqu'un de beaucoup plus proche et beaucoup plus dangereux est caché juste là, sous leur nez. Le jour suivant, les recherches de Chase continuent et la famille de Dylan a contacté la police. Ils menaient leur propre enquête et souhaitaient partager de nouvelles informations. Ils ont découvert des infos suggérant que Chase n'a peut-être pas agi seul. Alors c'est ça, c'est la famille? Oui. D'accord. Alors, dites-moi encore une fois ce que vous... Est-ce que vous avez des soupçons en ce moment? Ok, donc, peut-être 9h09. Donc le 25 mai, c'est quand Dylan a croisé Chase dans le désert et il m'a appelé juste après. Il n'avait pas de chaussures. Dylan ne le laissait pas prendre son téléphone ou aller quelque part, mais il lui a permis d'appeler son père au téléphone à Comment Ogden dans se l'Utah. fait-il que l'enfant Dylan a Ah. autorisé Chase? Dylan a Est-ce que donné la cela rentre permission en à ligne de Chase, compte? puis il lui a donné un coca et... D'accord. Et puis son père a rappelé Dylan et Dylan a Ouais. envoyé le code PIN depuis son téléphone à là où se trouvait Chase. D'accord. Et puis avance rapide jusqu'au 28 mai qui était samedi. On a eu des nouvelles de Dylan dans la matinée. Il a parlé Quel à âge sa avait-il? grand-mère et il allait prendre le camion à La grains trentaine. jusqu'au hangar pour le mettre à l'abri parce qu'il pleuvait. D'accord. Donc à ce stade, on a Donc, supposé qu'il il n'est revenait à plus pied à là-bas. travers le désert jusqu'à son J'imagine. camping-car parce qu'il n'avait pas de moyen de transport. D'accord. Est-ce que c'est tout, Lucine?
Ouais, Lucine. ok. D'accord. Alors le 29 mai, ils ont continué à le chercher. Le 30 mai, on est tous arrivés ici. Au dernier endroit connu de Dylan à Lucine. J'ai déposé une plainte auprès de la police et j'ai fait un appel au secours. C'est la nuit où on a trouvé les bottes de Dylan, à environ 400 mètres d'où se trouvait sa dernière position connue. Elles ont été jetées derrière un tas de terre. D'accord. Juste perdues dans le désert. Alors aujourd'hui, on a continué à chercher et c'est à ce moment-là que ces gars-là nous ont donné l'information vers quoi 15h aujourd'hui. Nous savons que ce Robert a emmené Chase dans le désert le jour où il a disparu. L'homme dont la mère de Dylan a parlé se révélait être Robert DeVille. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt actif et aurait donné à Chase Venstra un moyen de transport pour aller chez Dylan le jour où il a disparu. La famille a soupçonné donc que Chase et Robert étaient complices. Le retrouver était devenu une priorité pour localiser leur principal suspect, et peut-être Dylan lui-même. Les agents sont rapidement intervenus pour le retrouver. Leur premier arrêt à la résidence de Robert à Vils a permis de rencontrer la mère de Robert. Quelqu'un est en danger. Je ne sais pas qui ça pourrait être. D'accord. Je suis Il est désolée, mais censé je n'en ai aucune il est censé idée. traîner avec un gars nommé Chase et Robert. D'accord, je ne sais pas. Chase a peut-être une idée, mais mon fils est resté à la maison malade. Et il est resté au lit D'accord. toute la journée et il est resté à la maison toute la nuit. Je ne sais pas. Je me demande juste... Alors qui est dans la maison? Qui? Personne. Personne y est pour le moment? Non, mon fils est dans sa caravane. Et c'est où ça? Dans l'arrière-cour. Dans l'arrière-cour. Ouais. Eh bien, on Qu'est-ce qui essaye se de... passe? Et non, personne n'est rentré à la maison avec lui. Personne n'est Donc, rentré à la maison avec lui? Non. D'accord, est-ce que Chase est là? Non. Je ne laisse plus Chase rentrer chez moi depuis que je l'ai trouvé à l'intérieur de ma maison quand j'y étais. On nous a dit qu'il y avait peut-être un enfant disparu. Un enlèvement. Oh, C'est ici? ici. Ouais, non. Otage, Vous otage. pouvez toujours jeter un œil Prise aux alentours d'otage, si vous comme voulez. s'il n'était pas... Vous voyez, c'est pour Non. ça que l'on est là, madame. Pas au sujet de la Vous voiture. pouvez regarder autour si vous le souhaitez. Est-ce Mais que il ça n'y a va? personne Ce serait ici bien. à part mon fils et il dort. Après avoir parlé avec la mère de Robert, les agents ont effectué une recherche approfondie dans la propriété, mais n'ont trouvé aucun signe de Dylan ou de poursuite. Mais ils ont bientôt localisé Robert à l'intérieur de sa caravane. Il a été rapidement arrêté et transporté au poste de police pour interrogatoire. Lorsque Robert a été placé dans la pièce d'interrogatoire, il s'attendait à une résistance, à des mensonges. Mais au lieu de cela, Robert a coopéré. Alors tu as dit que Chase avait pris les armes de quelqu'un, mais est-ce qu'il t'a avoué où il avait eu ces armes? Non, je pensais qu'il avait été arrêté justement à cause de ses armes pour la première fois. Pourquoi il était en prison? Quand je suis revenu, j'ai demandé à Chase. Hé mec, j'ai entendu dire que t'étais arrêté. Et lui a répondu non, ce sont des ragots de Montello, blablabla, n'est-ce pas? Alors je suis un peu fatigué. Après l'avoir déposé, j'ai essayé de montrer que... Une des amies de ma mère, enfin j'ai été là-bas avec la communauté pendant longtemps et il m'a donné sa version. Il pense que Chase l'a fait Robert. aussi, d'accord? Maintenant je ne connais pas les détails, je ne suis pas doué avec le temps, mais comme j'ai dit, je fais de mon mieux. Contactez la vendeuse et demandez-lui. Quel jour j'ai emmené Chase en stop? Parce que je me rappelle plus quel jour j'ai pris Chase en stop. Et je sais pas quel jour l'enfant a disparu. En plus je savais même pas qu'il y avait un enfant disparu au Nevada. La police est venue frapper à notre porte, voulant fouiller notre résidence. Vous savez ce que je veux dire? Et c'est ça la vérité. Bien que Robert ait emmené Chase Venstra en voiture, il n'a pas pu fournir de réponse claire sur la localisation de Chase et a maintenu son innocence tout au long du reste de l'interrogatoire. Cependant, Robert a été très clair. Il croyait que Chase était impliqué et aurait même pu tuer Dylan. La nuit suivante, quelque chose d'étrange s'est produit dans la caravane de Dylan, dans le désert de Lucent. Il semblait que quelqu'un était venu tranquillement et qu'il y avait eu des pièces à conviction altérées à l'intérieur. Un officier a été envoyé rapidement pour photographier et documenter la scène, accompagné du père de Dylan qui voulait partager plus de détails à propos de la découverte troublante. Ok, il y a un fusil de chasse dans cette maison à Rigby. C'est celui de mon grand-père que j'ai acheté. Et une chambre aussi là-haut. C'était Mais le 40 n'est pas ici. Nous avons regardé dans son camping-car. Mais je l'ai pas trouvé. Comme le porte-clés de son camion. Alors j'ai cassé la fenêtre, l'alarme s'est déclenchée. J'ai coupé la batterie. Et pas de porte-clés. Après on a regardé dans le camping-car. Et tous les placards et tout ça. Et j'ai regardé dans la salle de bain, rien.
Ma mère était là avec son arthrite, ma sœur était là, nous étions tous à la recherche. Elle a utilisé la salle de bain. Dylan n'avait rien jeté dans les toilettes, c'était vraiment méchant. Ma sœur est entrée et l'a nettoyé, toujours pas d'armes. Plus tard, mon fils et JD sont entrés et l'arme était posée sur l'évier. C'est à l'extérieur de la salle de bain, mais juste à côté de la porte de la salle de bain. Là où se trouvent les toilettes et le lavabo. Mais ce n'était pas dans la salle de bain, elle était juste là. Il était posé là, en pleine évidence, donc mon fils et JD n'y ont pas beaucoup pensé. Ils ont pris l'arme, ils l'ont mis dans le camion. Et je ne sais pas, j'y ai pas vraiment pensé, mais ils ont trouvé l'arme. Puis nous avons commencé à réaliser qu'il n'était pas là. Quand ma sœur a nettoyé la salle de bain pour que ma mère l'utilise et tout ça. Cette découverte était une indication alarmante que quelqu'un essayait activement de dissimuler leur implication dans la disparition de Dylan. Mais son père avait encore quelque chose à partager. Quelque chose à propos d'une vieille confrontation avec quelqu'un de la police qui n'avait pas encore été complètement pris en compte dans l'enquête. Est-ce que Chase avait des liens avec ici? Je ne sais pas pour Chase, mais Ok. toute la ville le connaît. Et toute cette ville est juste un endroit fou. Enfin, ils sont tous comme... Enfin, les seules personnes que je connais, ils étaient vraiment... Enfin, ils sont tous fous. Et ceux qui étaient en contact avec Dylan et Chase, je ne savais pas. Mais Dom et Jim, ces gars-là... D'accord. Ils sont venus nous aider. Jim est venu à Rigby où je vis. Je vis dans la région de Rigby et d'Idaho Falls et Dylan a acheté environ 800 cochons, quelque chose comme ça de lui dans le Midwest. Et lorsque la pandémie a frappé, le corona, peu importe, je l'ai amené à la ferme. Jim était là et je me suis un peu lâché sur lui. Je lui ai dit de sortir d'ici. Il a appelé Dylan et lui a dit qu'il allait lui faire exploser la tête. Dylan m'a appelé et il était fou. Alors quand j'ai découvert qu'il allait faire sauter la tête de mon fils, j'y suis allé, je l'ai trouvé dans la ruelle. Il marchait avec un gros pistolet. Et mon père l'a calmé et m'a calmé. Puis il est revenu cet hiver. Puis il est revenu à mon atelier pour travailler son camion de semences. Tout allait bien et j'ai réalisé qu'il était l'ami de Dylan. Genre, je ne vais pas m'inquiéter, bon... Selon je me le suis père de écouté. Dylan, il n'y avait pas de nouvelles escalades après sa confrontation avec Jim Brenner à l'époque. À ce point, personne n'a de réelle raison de soupçonner James Brenner ou Donald Atelli. Après tout, ils ont aidé activement dans l'enquête et ont aidé la famille pendant la recherche et les opérations de sauvetage. Et ils ont coopéré avec la police. Mais la confrontation décrite par le père de Dylan est suffisamment grave pour que l'officier en prenne note. Après avoir quitté les lieux, il transmet ses informations aux détectives, ce qui a permis un regard approfondi sur le passé de James Brenner. Et ce que les détectives ont découvert est particulièrement inattendu. Un passé criminel avec des condamnations pour agression aggravée, accusations multiples en matière d'armes, ainsi qu'un prémandat fédéral actif pour être en possession d'une arme à feu. Et l'histoire violente de Brenner et de ses proches à proximité de la ferme de Dylan était suffisante pour les détectives de placer Brenner à côté du principal suspect, Chase Vinstra. Le lendemain, les officiers ont agi rapidement pour procéder à l'arrestation de Brenner. Munis du mandat d'arrêt, ils vont l'amener pour interrogatoire. Ils l'ont repéré tranquillement en train de revenir vers le hangar à grains avec son ami proche Donald Atelli. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, les gars? Eh bien, nous venons de faire quelques petites choses, et on voudrait vous en parler. On essaye toujours de comprendre certaines choses. Vous savez, comment avez-vous entendu ça? Ou avez vu quelque chose ces derniers temps? Du nouveau? La poubelle, là-bas, je connais des noms, je connais des gens, je sais qu'il y a des... Mais personne ne semble m'écouter. Car ce sont eux qui volent des trucs, ce sont des merdes. Oh, ils le sont. Ouais, Chase Vestra et Robert Avil, c'est eux qui ont volé. Michael Moore, là-bas. Mais tout le monde continue à dire « ça n'a rien à voir avec Dylan, nous devons trouver Dylan ». Mais on doit mettre un coup de pied dans la fourmilière, il y a des rats flippants là-bas. Et les gens vont commencer à parler, et on en saura plus sur Dylan. Il y a un mandat d'arrêt contre vous, je vous le fais savoir. À ce propos Maryland maintenant. Depuis, nous allons venir vous chercher et vous emmener avec nous en prison. Bon sang. Alors, ce que je veux que tu fasses, avant même d'essayer quoi que ce soit, posez les mains sur votre tête, entrecroisez vos doigts, d'accord? Jim, pointant du doigt Robert et Chase, était compréhensible compte tenu des déclarations de témoins
et des allégations. Mais le passé criminel de Jim et la proximité avec Dylan le rendaient comme un suspect probable. Les détectives l'ont transporté au poste de police, prévoyant d'utiliser des éléments sans rapport avec le mandat d'accusation, mais comme une opportunité d'interroger et d'en savoir plus sur Dylan. Au final, ils apprennent beaucoup de choses de Jim. Cet interrogatoire de routine a conduit à une percée inattendue. Le mandat d'arrêt a lui-même été émis et nous sommes donc obligés par la loi de vous en informer. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a d'autres problèmes plus importants. Il se passe des choses là-bas. Nous sommes ici pour parler de ce mandat d'arrêt. Vous avez été arrêté suite à ce mandat. Ok. Et nous aimerions vous parler de l'autre chose qui se passe là-bas. L'enfant qui a disparu. Nous devons retrouver cet enfant. Ok, donc l'une des raisons pour lesquelles vous êtes ici, c'est parce qu'on sait que vous le connaissez. Ouais, je comprends, mais je connais Dylan mieux que toi. J'ai travaillé pour lui. Dylan n'avait jamais d'argent sur lui. Il achetait tout avec sa carte de crédit. Et s'il avait $1 dans son portefeuille, il n'allait pas le laisser partir. Je pense qu'il a été victime d'une tentative de vol à main armée. Quelqu'un a pensé que ce petit allait laisser... Et je pense qu'ils ont compris. On va intimider ce type. Mais Dylan n'a pas été intimidé. Avec ce vol à main armée, qui l'a fait? Chase et Robert Avil. Y a-t-il une raison pour ne pas dire que c'est vous qui l'avez fait? Si j'avais fait ça, je serais vraiment un fils de pute malade. Eh bien, il doit y avoir quelqu'un quelque part. C'est un fils de pute quelque part malade. Et Don? Don, je le connais depuis plus de 2 ans. Et Don a fait tout son possible pour aider Dylan, comme moi je l'ai fait. Comme prévu, les déclarations de Jim Brenner sont restées globalement cohérentes. Il était convaincu que Chase Venstra et Robert DeVille avaient quelque chose à voir avec la disparition de Dylan. Mais Brenner avait plus de détails à partager, des détails sur Dylan lui-même et les individus dangereux qu'il attirait. Il y a un autre, Robert Lee, qui vient de faire 10 ans de prison pour un vol à main armée. Et voilà, il y a environ 3 semaines, un gars de Salt Lake qui a acheté 10 hectares de terrain à Montello. 2 gars sont entrés dans sa caravane pour le battre avec un pistolet. Et l'ont frappé et ont pris son téléphone portable. Et ils ont fait en sorte que son véhicule ne puisse pas rouler. Il a dû se rendre à ville à pied pour appeler la police. Il y a beaucoup de merde à Montello. Est-ce que c'est celui-ci dont il parle, comme le pistolet qui a été utilisé avec la crosse? C'est celui-là ou un autre? Je pense que c'est la même personne. Brenner mentionnera ensuite plusieurs autres personnes, principalement des criminels condamnés de la zone qui auraient pu avoir de fortes motivations pour voler ou même tuer Dylan. Et clairement, il cherchait vraiment à aider les détectives, à être coopératif. Cependant, Brenner, en quelques instants, allait laisser glisser quelque chose qui allait le placer au centre de la liste des suspects. Dylan était un enfant timide et son monde tournait autour des tracteurs et de l'agriculture. Je veux dire, il avait quelques armes que son père lui avait données, mais à Rigby, on a trouvé son fusil de chasse. Et il l'emportait toujours sur la banquette arrière. Et le pistolet qu'ils ont trouvé, il était effrayé de le garder chargé. Et il avait l'habitude de garder l'arme dans la console, avec un chargeur chargé. Et je lui ai dit, Dylan, tu dois apprendre à utiliser cette chose, ou le mettre quelque part, ça va t'attirer des ennuis. Et c'était un peu tard pour ça. Mais je l'ai aussi dit à son père. Inutile de dire que le choix des mots de Jim n'était pas du tout idéal, et que ce n'est pas la première fois que ses déclarations font sourciller. En effet, il avait déjà fait une remarque similaire lorsque Dylan a d'abord disparu, parlant de lui comme s'il était déjà mort. Au fur et à mesure que les jours passent et que la possibilité d'un acte criminel grandit, les détectives trouvaient toujours son comportement et ses commentaires étranges. En l'absence de nouvelles preuves, ils ont enfermé Brenner pour port d'armes illégales, ce qui leur laissa le temps d'enquêter sur sa possible participation à l'homicide. Peu de temps après que Jim Brenner ait été emmené en garde à vue, les agents ont finalement localisé Chase Venstra et l'ont arrêté pour des raisons non liées au mandat d'arrêt du Montana. Les détectives n'ont pas perdu de temps. Lors de son premier interrogatoire, Chase a catégoriquement nié toute implication, avançant que les locaux propageaient de fausses rumeurs pour le piéger sans discernement.
Sans avoir récolté de preuves, ils l'ont placé en prison. Et stratégiquement, ils l'ont mis dans la cellule voisine de Jim Brenner, en espérant qu'ils allaient interagir tous les deux, parler. Mais rapidement, cette tactique a été payante. Chase a contacté les enquêteurs pour une autre entrevue, affirmant qu'il savait exactement ce qui était arrivé à Dylan et pouvait maintenant résoudre l'affaire. Je suis venu pour vous parler. Est-ce que Kim t'a appelé? En fait, elle ne m'a pas appelé, mais Ross m'a appelé. Et que tu cherchais à le contacter pour parler avec lui de Brenner. Alors, est-ce que c'était Brenner ou c'est juste le cas, en fait? Ouais, ils m'ont mis là-dedans. Je suis la cellule au-dessus de Brenner. D'accord. J'ai pu lui parler. J'ai parlé à d'autres co-détenus. Je sais beaucoup de choses. Ok. Je sais beaucoup de choses. Je peux faire de mon mieux pour que cela se passe bien. Eh bien, je veux dire, pour être honnête avec toi, je ne peux rien faire à propos de tes accusations. Moi-même. Tu comprends? Car elles sont fédérales. Non. Ah, ça je ne le savais pas. Non, de Delta. Donc... Je veux que les charges soient abandonnées. Je vais résoudre cette affaire pour D'accord, vous. mais je ne suis pas capable de le faire. Donc je suis juste venu te parler, pour savoir si tu avais quelque chose à dire, à me dire. J'ai tout à te raconter. Mais quand je ne porterai plus ces chaînes, et que j'aurai mes Ok, vêtements... mais je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas en mesure de conclure un accord avec toi. C'est ce que je veux. C'est pas grave si tu C'est veux ce pas. que je veux. Je veux juste être tranquille. Je veux... Comme on a une échographie sur mon nouveau bébé demain. Je veux être là, avec elle. Ce Ouais, sera je notre comprends. premier bébé. Je postule pour un emploi dans l'état là-bas. Ah, j'espère que tu l'auras, c'est J'en ai génial. fini avec ce truc. J'ai été traîné dans la boue avec ce truc avec Dylan. Je sais comment c'est arrivé, où cela s'est produit, quand, je sais. Quoi? Qu'est-ce qui a été utilisé et où il se trouve? D'accord. Je peux mettre tout ça au clair pour vous, les gars. Oh, j'aimerais, Ouais. mais... Et je déteste de... J'aimerais pouvoir, mais je ne peux pas te l'offrir. Ouais, je déteste être comme ça avec toi. Mais je dois faire attention à moi. Malheureusement pour les détectives, cette stratégie s'est retournée contre eux. Maintenant, Chase voulait négocier sa liberté en échange d'informations qu'il prétendait avoir. Mais les enquêteurs avaient eu raison de faire confiance à Chase. Et sans accord pour abandonner les accusations d'armes à feu, l'entretien se serait terminé sans amener de nouvelles pistes. Le 28 juin, exactement un mois après la disparition de Dylan, la police a été appelée après qu'un témoin ait signalé avoir trouvé quelque chose de suspect dans le désert, un lieu de sépulture avec des signes évidents que quelque chose était mort à l'intérieur. Oh, je sens quelque chose. Quelqu'un est venu et l'a ouvert. C'était pas comme ça. Ça n'était pas là non plus. Oh, D'accord, allez-y et éloignez-vous. il y a quelque chose de mort là-dedans. Ouais, Ouais, il l'a tué, pauvre bébé. Il l'a tué. ouais, c'est le seul que tu as trouvé, hein. C'est ça. D'accord. Ouais, mais hier, c'était pas comme ça. Quelqu'un est D'accord. venu et l'a ouvert. Ouais. Alors, à quoi il ressemblait? C'était plat. Donc ça, c'était au-dessus. Et puis... il y avait un autre morceau de bois. Eh mec. Donc, il y a une tombe. Mais il semble y avoir peut-être 2 chiens. Peut-être 2 ou 3 chiens. Ouais, c'est pas humain, ça. Ouais, 2 ou 3 chiens à l'intérieur. On dirait qu'il est là depuis un certain temps. Mais là, la personne... Le témoin me dit que cela ne ressemblait pas à cela hier. Que quelqu'un était venu et... Ouais, quelqu'un l'a ouvert. Je l'ai ouvert pour une quelconque raison. Je le ferai. J'en ai quelques-uns. Quelques empreintes de pas autour de cela aussi. Sur ce lieu de sépulture, des chiens morts enterrés ont été trouvés. Pas ce que la police attendait. Mais cela signifie qu'il pourrait y avoir encore de l'espoir pour Dylan. L'enquête s'est alors installée dans une situation assez frustrante, un peu à l'arrêt. La police reçoit alors un appel d'un ami très proche de James Brenner, Donald Atelli. Il était là depuis les premiers jours de la recherche en aidant la famille et en coopérant avec les officiers. Mais maintenant,
Plusieurs semaines après le début de l'enquête, il voulait parler de nouveau aux enquêteurs, affirmant qu'il avait des informations importantes à partager et qu'il avait gardé cachées depuis que Dylan avait disparu. Les détectives ont immédiatement organisé une rencontre avec Donald où ils allaient découvrir un des premiers indices véritablement accablants dans cette affaire. Je vais te dire quelque chose. D'accord. Moi, je pense vraiment pas... que ça n'a rien à voir... vous avez trouvé des munitions dans les affaires de Jim. Ouais. Donc, c'est de la poudre noire, donc... mais maîtrisée. Ouais. Mais si je fais semblant, je donne une raison pour te piquer un truc. Alors il apporte cette poudre, car il nous a apporté cette poudre et ce fusil. Ok, merci. J'apprécie ça. Où sont-ils? J'en ai un derrière mon lit, dans ma chambre, et l'autre est dans le coin, à côté de la table du canapé. Quand les a-t-il amenés? Après Dylan? Ah oui, c'est sûr. Pourquoi? Essentiellement la sécurité. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. La dernière fois, tu sais, il l'avait en détention depuis plus d'1 an. Et quand il est sorti, tout ce qu'il avait disparu. Je ne peux pas vous demander ce qui se passe dans la tête de Jim à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vôtre? Quand il apporte ses fusils et ainsi que... Honnêtement, on aurait dit Ouais. qu'il avait peur que, tu sais, il allait être détenu pendant 6 mois ou 1 an, perdre tout ce qu'il avait, et il a dit non. Il n'avait aucune idée de ce qui était arrivé à ses chevaux. Ah, d'accord. Toutes ses armes et tout ce qu'il possède avaient disparu. Alors pourquoi pensez-vous qu'il va être arrêté? Ou pourquoi il pense qu'il va être détenu pendant 6 mois? Juste parce que c'est un criminel et qu'il pourrait être détenu pendant... Donc il sait qu'il est un criminel. Il sait qu'il ne devrait pas les avoir et donc il... Eh bien, je sais pas, mais Vous ne selon savez lui, pas. une arme primitive à poudre noire n'est pas considérée comme une arme à feu. Maintenant, s'il m'avait apporté une arme à feu, j'aurais dit non. Ok. Donc quelques temps après Dylan. Vous vous souvenez combien de temps après? Je veux dire, ça ne fait que 3 semaines maintenant. Ah, on dirait que ça dure depuis toujours. J'aimerais que ce gamin revienne sur la route simplement et pouvoir un peu l'engueuler. Je le souhaite aussi. Mais plus cela dure, moins cela paraît probable. Ouais. L'aveu de Donald n'aurait pas pu survenir à un pire moment pour Jim Brenner, bien que Donald ait expliqué que Jim avait caché les armes chez lui, par peur de les perdre, et ce timing était devenu vraiment suspect. Pour les enquêteurs, cela était suffisant pour placer Brenner au centre des soupçons, aux côtés de Chase Venstra. Suite à cette découverte, les armes à feu ont été saisies. James Brenner a eu une accusation supplémentaire de possession d'armes à feu, ce qui a permis de le garder en prison le temps que l'enquête continue, car les détectives manquent toujours de preuves concrètes contre quiconque. Et les résultats du test ADN des bottes trouvées près de l'hangar ne sont pas encore revenus. Il semble que l'affaire allait encore stagner pour un certain temps. Plus d'1 an allait s'écouler alors que les enquêteurs progressent très timidement, y compris sur des points cruciaux, comme les résultats ADN. Mais toujours aucun signe de Dylan. Personne n'est tenu pour responsable. Jusqu'en décembre 2023, date à laquelle les enquêteurs ont obtenu un appel qui allait tout changer. Le compagnon de cellule de Jim Brenner qui a passé des mois à ses côtés. Il prétend savoir ce qui s'est passé et ce qui est arrivé à Dylan. Donc rapidement, les détectives organisent une entrevue, s'attendant à un scénario de négociation un peu similaire à Chase Venstra. Mais ce que le compagnon de cellule de Jim allait révéler, c'est une confession de meurtre effrayante. Monsieur, comment allez-vous? Bien, merci. Alors, on a été rappelé car, a priori, tu as des nouvelles informations à nous donner. Ce sont des informations que tu avais ou que tu nous as pas données encore? J'en avais pas suffisamment. Mais maintenant, moi, j'ai beaucoup d'informations. J'ai reçu des informations qui pourraient sûrement vous aider à boucler l'enquête et éviter de conclure l'affaire à qui veut conclure un accord. D'accord. Sur sa main droite, personne n'a remarqué qu'il y avait une morsure. Et c'est Dylan Rounds qui l'a mordu. Et c'est un 22 qui a tué Dylan. 2 coups. Le 22? Ouais, le 22. Alors, il t'a dit ça? Ouais. Quand a-t-il dit ça? Et ça, il y a 2 jours, 3 jours. Ouais, allons-y. Il a dit qu'il était environ 6 heures du matin. Il était là-bas en train de chier. Puis il a entendu un camion diesel passer par là. Et l'endroit où il vivait, quand il est sorti, il avait son 45. Une arme qu'il a mise dans un étui pliable.
Et Dylan l'avait récupéré. Et il avait fait de la place avec ses scies et les affaires. Il a déplacé pour Donc pouvoir c'est mettre après le le camion dans hangar, le hangar. ok. Ouais. Et Dylan tenait le 45 et a dit qu'il était vraiment énervé contre lui. Il a commencé à lui crier dessus, lui disant « Sors de là !» Et Dylan a pris l'arme. Il a juste tiré à côté de son oreille droite. Il a dit qu'il l'avait attrapé. Enfin, ils se battaient pour cette arme. Ils ont fini par terre. Et Dylan a fini par se tirer une balle dans la jambe avec le 45. Et puis, ouais, il a dit ça. Pendant qu'il se battait, l'arme a tiré 2 ou 3 coups de feu. Et il y a un trou de balle dans le bâtiment. Vous pouvez le voir là-bas. Ouais. Il a dit quand vous, les gars, vous étiez en train de lui parler dans le hangar, il voyait que ça se dressait, que c'était visible. Et après, il m'a montré une cicatrice sur son pouce aussi. Là où il avait mis sa main contre le pistolet pour essayer de tirer encore sur Dylan. Et il appuyait, mais toute sa main droite était endommagée. Et cette marque de morsure était évidente et très visible. Le corps est quelque part tout près. Il a dit qu'il avait vu les traces de pneus là où vous êtes allé. Et que quelqu'un avait conduit. Et est-ce qu'il t'a donné une indication de l'endroit où il se trouvait? Il y a un 25 miles là-bas. Il y en a un, mais c'est juste qu'il y en a beaucoup dans le pays. Il a dit que c'était dans le haut désert. Est-ce qu'il a dit qu'il était proche de où il a été tué? C'est proche quelque part là-bas. Là où il l'a tué, il a donné une circonférence de 25 miles. Ah, les autoroutes. Ouais. D'accord, donc il a entendu Dylan monter dans son camion et le camion de Dylan était déjà dans le hangar. Non, il a dit le camion était toujours garé dehors. Ok, d'accord. Ouais. Ok, donc il n'était pas encore dans le hangar. C'est à ce moment-là qu'ils ont eu le combat. Et ils ont eu la bagarre là-bas. Et il a dit que c'est à ce moment-là qu'il a entendu le barillet tourner. J'imagine que c'était un revolver. Ouais, c'était un revolver. Il a dit qu'il a eu de la chance que Dylan avait arrêté de lui mordre le poignet. Et il s'est accroché à lui. Il est arrivé à s'en détacher, il s'est levé et c'est à ce moment-là qu'il a pris le 22. Dylan lui a dit de bouger son cul jusque là-bas où il allait buter le cheval qui était dehors. Dans le hangar à grains, c'est ça dont tu parles. Ok. Et oui, le cheval était debout en train de manger vers l'arrière du camion. Et puis, d'après ce que tu dis, est-ce qu'il est revenu à sa caravane pour récupérer le 22 ? Il a dit que c'était derrière les sacs de céréales. Il a dit qu'il avait tiré 3 fois à la tête et que l'un des tirs avait frôlé Dylan sur le visage. Il a fait comme ça avec son doigt vers le côté du visage. Je sais pas si c'est le droit ou le gauche exactement. Ensuite, il a tiré dans la tête de Dylan 2 coups. Et ça l'a tué. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Il l'avait eu, donc il a brûlé tous ses vêtements. Il a essayé de tout nettoyer et il a brûlé ses vêtements. Ouais. Les révélations du compagnon de cellule de Brenner étaient pour le moins effrayantes. Selon lui, la dispute qui a mis fin à la vie de Dylan a eu lieu au sujet du hangar de Brenner qui était utilisé par Dylan. C'était son espace de travail, pas celui de Dylan. Et après avoir tué Dylan, Brenner a tenté de dissimuler son crime en chargeant le corps de Dylan dans une pelleteuse, l'enterrant profondément dans une partie reculée du désert. Et il a ensuite caché les armes chez Donald Atelli. Puis il a jeté le téléphone dans l'étang en ignorant que le téléphone était une preuve irréfutable de son crime. Et en plus de ses aveux, les détectives se sont tournés vers la preuve ADN de la botte sanglante qu'ils ont reçue quelques mois plus tôt. Le rapport du laboratoire confirme que le sang est celui de Dylan, mais ils ont également découvert un ADN tactile qui correspond à Brenner sur les bottes. Et donc, en utilisant ces preuves, les enquêteurs ont ensuite obtenu un mandat de perquisition pour le téléphone de Brenner. Et en analysant les données, ils ont confirmé que son appareil avait voyagé vers un étang le jour où Dylan a disparu. Après avoir fouillé l'étang, les enquêteurs ont récupéré le téléphone de Dylan contenant des preuves cruciales, dont une vidéo qui montre Brenner avec une robe tachée de sang et nettoyant son arme. À ce point, il n'y avait plus aucun doute. Jim Brenner a tué Dylan et s'est caché à la vue de tous. Malgré les preuves accablantes, Brenner a quand même cherché à négocier. Le procureur se préparait à un procès pour meurtre aggravé, mais il manquait toujours le corps de Dylan. Donc Brenner a proposé au procureur un accord selon lequel il révélerait l'emplacement du corps de Dylan si les charges étaient réduites.
Au printemps 2024, Brenner a révélé l'endroit où les restes de Dylan ont été retrouvés dans le désert Ameubli. Le lieu de sépulture était à plusieurs dizaines de kilomètres de la propriété du hangar et bien caché car les enquêteurs avaient conduit sur place des recherches antérieures sans le remarquer. À l'intérieur de sa tombe, ils ont localisé les restes squelettiques de Dylan. Des os, des fragments et des vêtements avaient survécu. Le 15 mai de la même année, Brenner a plaidé coupable pour meurtre au 2e degré avec 2 chefs d'accusation liés à des possessions d'armes à feu. Les accusations de profanation de restes humains ont été abandonnées et le 1er juillet, Brenner a été condamné à 15 ans de prison pour meurtre aggravé au 2e degré et 2 chefs d'accusation supplémentaires pour des possessions d'armes à feu.